Donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Ça sera, en première partie, la fin de mon topo sur l'Allemagne. Bon, demi-heure ou quelques, un peu plus. Et puis, le reste du temps, je vais le consacrer à Le Corbusier et à ces théories urbaines de l'époque, des années 20 et 30, contemporaines de ce que nous voyons, que nous avons vu en URSS et ce que nous voyons avec l'Allemagne à ce moment-là. Voilà le programme pour aujourd'hui. Et donc, les 2 séances postérieures, qui finiront l'année, je les consacrerai aux années 50, 60, 70, un petit peu, vous voyez. J'avais prévu beaucoup plus long encore. J'avais d'autres exemples à développer, mais finalement, j'ai vu trop grand. Et je m'arrête donc aux années, pour être cohérent, je m'arrête à peu près aux années 60, 70, avec par exemple l'aménagement des villes nouvelles comme Brasilia, par exemple, vous voyez, de ces années-là, pour vous situer ce que je vais faire donc le 15 et le 22 mai. Alors l'Allemagne. L'Allemagne, vous vous rappelez que j'ai assez longuement développé l'exemple de Bruno Taut, qui est un peu méconnu, et que je tenais à vous faire connaître. Et je vous rappelle que on a vu ensemble un petit peu ces rêveries à la fois, on pourrait dire, poétiques et merveilleuses un peu, ou même à caractère fantastique, qu'il a appelé la couronne pour la ville, et puis l'architecture alpine. Vous vous rappelez sans doute ces exemples. Ah, c'est bloqué. Bon, alors. Voilà, on va y arriver. Voilà, je vous avais projeté cette image avec donc le titre de son ouvrage paru en 1919-1920, La couronne pour la ville. Et puis également voilà une image, une des images que vous avez projetées, avec cette vision, vous voyez, assez grandiose et en même temps pleine d'un esprit de merveilleux, de création un petit peu poétique de la part de Bruno Taut. Et enfin, je vous avais projeté ceci. Non, c'est pas ça. C'est décidément, ça ne marche pas bien aujourd'hui là. 43. Oui, bon, mais voilà, c'était ça. Ok. Alors, oui, pardon. Je vais m'y retrouver. Voilà. Vous vous rappelez cette image avec cette vision tout à fait étonnante, grandiose, d'une architecture venant s'installer sur la chaîne alpine pour créer un paysage absolument fantastique. Bon, alors là, c'est le côté, on dirait, un petit peu extraordinaire, un peu farfelu presque de Bruno Taut, mais qui par ailleurs avait bien les pieds sur terre, puisque maintenant nous allons voir à la suite de ça, sa participation au mouvement des Siedlungen, hein, c'est-à-dire de ces créations de ces colonies, au sens, traduction littérale, de ces villes inspirées, de ces quartiers plutôt, inspirés de la cité-jardin, qui se créent en Allemagne à partir des années 1910, dès avant la guerre de 14, et auxquelles il participe pleinement dès avant la guerre et après la guerre aussi dans les années 20, avec d'autres architectes bien entendu, mais lui en particulier. Alors, voilà. Dans cette partie, j'avais évoqué la création de la première cité-jardin historique qui s'appelle Hellerau, proche de Dresde. Donc je l'ai traité, je passe, pour arriver, ça vous l'avez vu, et maintenant nous arrivons au Siedlungen de Berlin en particulier, mais au-delà il faut comprendre que c'est toute l'Allemagne qui est animée par ce même mouvement, gagné par la fièvre de la construction de cités-jardins, au départ selon le modèle britannique et ensuite adapté à l'allemande. Ce mouvement a gagné toute l'Allemagne des années 20, en particulier dans les municipalités qui étaient, dirigées par des forces politiques progressistes, en gros autour du Parti social-démocrate qui à l'époque a une opposition importante dans l'éventail politique allemand, hein, je parle des années 20, bien entendu, les années post-guerre. Dans beaucoup de municipalités viennent donc au pouvoir des équipes animées par des
une idée de politique sociale. C'est le cas de Berlin, la ville la plus importante du pays, mais aussi Francfort, mais aussi Stuttgart, bien des villes dans tout le pays voient ainsi à leur périphérie se créer des cités-jardins. Mais les plus remarquables se situent à Berlin, au point qu'aujourd'hui, il y en a une demi-douzaine d'entre elles qui sont classées désormais au patrimoine mondial de l'humanité. Et parmi celles-là, la première d'entre elles, c'est celle-ci qui s'appelle Falkenberg et qui, vous le voyez, d'après les dates, a été déjà conçue avant la guerre de 14. C'est la première à laquelle Bruno Taut a participé. Et vous voyez que on lit sur cette espèce de vue cavalière quand même quelque chose qui ressemble tout à fait à ce que les Anglais proposaient quelques années auparavant. Je vous rappelle le cours que j'ai fait sur la Garden City en Angleterre, avec vous voyez, un habitat constitué de maisons en bande principalement, et pas d'immeubles collectifs pour l'instant, et des équipements sociaux accompagnant la création de ce quartier. Il fait donc partie de ces fameuses 6 Garden City qui ont été retenues au patrimoine mondial de l'humanité. Vous voyez écrit en bas à droite, si je ne me trompe pas, justement, la signature, vous voyez, Deutschen Gartenstadt Gesellschaft, c'est-à-dire littéralement, Société allemande des cités-jardins. Et vous voyez écrit ici la signature de Bruno Taut, architecte Bruno Taut. Et à l'époque, dans la municipalité de Berlin, l'architecte en chef, c'est Martin Wagner, et c'est donc ce duo Martin Wagner et Bruno Taut qui va présider à la création des principales de ces cités-jardins, de ces Siedlungen. Une des caractéristiques particulières de cette cité de Falkenberg, c'est que, et ça c'est Bruno Taut, c'est vraiment l'idée que la couleur doit entrer doit être un outil au service de l'architecture, au même titre que le bâti, au même titre que la construction elle-même. Et donc, une des caractéristiques de ces cités-jardins, c'est précisément l'utilisation de la couleur qui donne un dynamisme tout à fait remarquable à ces ensembles qui auraient pu être sinon un peu monotones. Mais l'introduction de la couleur leur donne beaucoup de vivacité, comme vous le voyez sur une photo prise récemment dans le Falkenberg. Voilà un autre exemple, vous voyez. Et puis, vous voyez ici, sur cette photo, l'état où c'était il y a quelques années, quand c'était assez défraîchi. Bon, c'est une cité du début du XXe siècle. Il n'avait été que relativement entretenue. Donc, les façades avaient perdu beaucoup de leur couleur. Et vous voyez à côté, donc, le travail de réhabilitation, de rénovation qui a été mené pour leur redonner vie et leur redonner l'aspect qu'ils avaient à l'origine. Ça, c'est le Falkenberg. Deuxième cité, qui est également très célèbre, c'est la cité qui s'appelle Britz, mais qu'on appelle la cité du fer à cheval. Vous voyez pourquoi? Parce que parmi cette cité, en dehors des bandes d'alignement ici, vous voyez qu'il y a une partie qui est effectivement la forme d'un fer à cheval, et c'est ce qui donne un peu son originalité à cette cité des années 20. Là, voilà en photo, voilà le fer à cheval, vous voyez, avec ces bâtiments vous voyez, collectifs en bande, de faible hauteur, 3 étages seulement, qui enferme en son sein un véritable jardin privatif, on pourrait dire, au service de la collectivité qui vit dans ces bâtiments. Voilà ce bâtiment. Alors, on s'est beaucoup interrogé sur le choix de cette forme urbaine. Et puis, bon, moi, en faisant mes petites recherches personnelles, je me suis aperçu que, finalement, Bruno Taut et Martin Wagner étaient nés dans la même ville, à quelques années d'intervalle. Et cette ville, c'est Königsberg. Königsberg, vous savez sans doute que c'est la capitale de la Prusse, et la ville d'Emmanuel Kant. Et qu'à l'époque, c'était vraiment l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est Kaliningrad, Königsberg. C'est l'enclave russe entre la Pologne et les pays baltes, qui est éminemment stratégique en ce moment. Et donc, ils sont tous les deux originaires de Königsberg, qui est donc la Prusse orientale. Et il se trouve que précisément,
lorsque les Allemands ont progressivement conquis les terres sur les Slaves polonais ou autres de cette région, ils ont établi des villages de colonisation, des Siedlungen finalement, et qui affectaient souvent cette forme, une forme comme ça de fer à cheval, un peu comme le chariot du Far West, vous voyez, un peu en position défensive, un pays hostile, et il semblerait que donc, finalement, Bruno Taut se serait inspiré de ce modèle prussien, qui est sa région d'origine, pour en faire une sorte d'adaptation ou un clin d'œil dans la modernité du XXe siècle. Alors voilà pour les Siedlungen berlinois et leur classement à l'UNESCO aujourd'hui. Autre point pour l'Allemagne important, je vous ai fait il y a quelques années un cours assez détaillé sur le Bauhaus, mais je vais reprendre certains points ici. La question du logement au sein du Bauhaus et comment le Bauhaus s'est posé la question. Alors, dans ses premières années, il s'est livré à une phase d'expérimentation qui s'est traduite notamment par la construction d'une maison appelée Am Horn, qui a été construite à Weimar, c'est-à-dire le premier lieu où le Bauhaus s'est installé, en 1923, à l'occasion d'une exposition qu'ils ont organisée. Ils étaient installés là depuis 1919, vous vous rappelez. Le Bauhaus a été fondé par Gropius en 19. Et il faut savoir que la ville de Weimar, c'est quand même une ville un peu traditionnaliste, et que cette bande du Hurluberlu berlinois notamment, ou étrangers qui venaient là suivre apparemment des études ou faire du travail artistique et qui avaient des comportements un peu excentriques par rapport à ce qu'était la norme allemande de l'époque, bon, ça a intrigué beaucoup les gens pour être gentils. Beaucoup étaient choqués. Et donc, pour faire la preuve qu'ils faisaient du travail sérieux, ils ont décidé de faire une expo en 23 pour montrer un peu la nature de leur travail et que les gens de la ville puissent se rendre compte qu'ils avaient affaire à des gens sérieux. Et donc, ils ont fait ici un modèle expérimental de maison qui aurait pu être l'embryon ou le prototype d'une résidence universitaire à installer dans la ville. Voilà l'objet de cette maison expérimentale que vous voyez sur une photo d'époque et que vous pouvez visiter aujourd'hui. Voilà une photo récente qui vous montre son état actuel après réhabilitation. L'intérêt de ce prototype, c'est que précisément, il met en œuvre un aménagement intérieur qui est tout à fait à l'avant-garde de ce qui se conçoit à l'époque en matière d'habitat. Et en particulier, il y a différents types de pièces. La maison est organisée avec un séjour central qui est éclairé de façon un peu zénithale par des fenêtres hautes et autour de laquelle sont organisées diverses pièces qu'ils ont voulu comme des éléments de démonstration en quelque sorte. Alors ça, c'est une pièce qui est présentée comme une pièce qui pourrait servir à un étudiant, puisque précisément l'objet de ce prototype, c'est d'envisager une résidence étudiante. Alors voilà une chambre étudiante, vous voyez, comme il la conçoivent et la présente à cette époque-là, avec un ameublement déjà très moderne, vous voyez, des meubles qui utilisent les tubes en acier, ce qui est une nouveauté qu'ils ont introduit eux-mêmes. C'est le Bauhaus en particulier qui a créé ce type de meubles à l'époque, dans les années 20. Autre exemple, une cuisine moderne qui nous paraîtrait tout à fait contemporaine. Un siècle après, on vous livrerait une cuisine comme ça, vous diriez « ok, je prends ». C'est vraiment la conception de la musique, de la cuisine tout à fait moderne, qui tient compte, qui rationalise, si vous voulez, le travail en cuisine et qui a analysé les mouvements que fait une personne, une femme en l'occurrence. C'est comme ça qu'on pense les choses à l'époque. Comment la ménagère se débrouille, se déplace, quel geste elle fait, etc. Et on rationalise un petit peu tout ça pour concevoir un nouveau type de modèle de cuisine. C'est les mêmes recherches que fera Le Corbusier avec Charlotte Perriand, un peu à la même époque ou quelques années après, avant d'arriver aux unités d'habitation que vous connaissez. Troisième exemple, la chambre d'enfant, qui est conçue comme, vous voyez, une pièce très, très joyeuse, avec des couleurs pimpantes, avec des meubles appropriés à des enfants en bas âge, qui peuvent être utilisés de manière différente. Et ils ont aussi imaginé des jouets en bois, tout à fait design, on dirait aujourd'hui,
même si le mot n'est pas encore utilisé à l'époque, et qui donc sont autant de moyens de montrer qu'au Bauhaus, non seulement on conçoit de l'architecture, mais aussi de l'ameublement. Donc on a une vision tout à fait globale de l'habitat humain. Et quelques années après, lorsque le Bauhaus doit quitter malgré tout Weimar, chassé par la victoire électorale de l'extrême droite, qui finalement leur met des bâtons dans les roues et les force à partir ailleurs, vous savez qu'ils vont s'installer dans une ville plus au nord, qui s'appelle Dessau, où la mairie les accueille favorablement. Et donc, Walter Gropius édifie son nouveau Bauhaus. Et je crois qu'il est intéressant d'observer ce Bauhaus comme un bâtiment manifeste précisément de ce que peut être une architecture du futur, avec une articulation à la fois des éléments qui permettent, enfin le logement proprement dit. Ici à droite, vous avez les chambres et les studios des étudiants. Et puis là, vous avez le bâtiment où il y a des ateliers de pratique artistique, ici, dans cette partie-là. Et dans ce bâtiment du fond, il y a plutôt de l'enseignement, des amphithéâtres, des salles de cours. Bref, il y a différentes fonctions qui sont articulées dans un bâtiment unique. Et là, on retrouve un peu l'esprit qui règne aussi à la même époque, vous vous rappelez, en URSS, avec les expériences de Ginzburg, de maisons communes, où on essaie d'articuler aussi différentes fonctions dans un même ensemble. Donc, vous voyez comment les recherches au sein de l'avant-garde architecturale de l'époque convergent vers des modèles comme ça, où on essaie d'expérimenter véritablement ce que peut être l'habitat du futur, l'habitat, disons, du XXe siècle qui commence à s'ouvrir à ce moment-là. Et par exemple, à quelques centaines de mètres de là, si vous allez un jour à Dessau, vous pourrez visiter le quartier où se trouvent les maisons que Gropius a dessinées pour les différents maîtres qui interviennent à l'école. Pour lui-même, donc voilà la maison qu'il avait fait construire pour lui en 1925-26, mais qui a été détruite ou gravement endommagée par les bombardements de 44-45, qui ont durement touché la ville de Dessau, qui était une ville où il y avait notamment des usines d'aviation. Donc elle a été particulièrement visée par les bombardements américano-britanniques. Donc la maison de Gropius a été largement endommagée, mais on a reconstitué, on n'a pas rebâti, mais on a reconstitué les volumes qui permettent de mesurer, si vous voulez, la modernité, la conception tout à fait avant-gardiste de cet habitat à l'époque. Voilà, de côté, et voilà, sur une face, vous voyez, avec ces sortes de porte-à-faux, vous voyez, tout à fait innovants dans l'habitat individuel. Voilà, à côté, les maisons qu'ont partagées Kandinsky et Klee, qui étaient donc enseignants à l'école pendant plusieurs années. Voilà. C'est un très beau quartier d'ailleurs, qui est vraiment très agréable, installé au milieu d'une pinède, enfin d'une sorte de forêt. C'est vraiment très beau, très agréable. Et puis dans la ville de Dessau, ils ont construit, Gropius en particulier, a construit une autre cité-jardin, dont la partie qui a été construite par le Bauhaus est ici. Voilà, c'est toute cette zone-là qui est des années 26 à 28 par tranches successives. Alors, elle n'a rien d'extraordinaire sur le plan esthétique. Par contre, ça a été l'objet pour Gropius et ses collègues de faire des recherches en matière de matériaux. L'objet principal, ce qui est le plus original de cette cité, c'est non pas son aspect, qui est somme toute assez banal. Voilà, à ses débuts, ça paraît un peu austère, vous voyez. Bon, c'est les photos vraiment à l'origine, lorsque la végétation n'a pas encore repoussé. C'est un alignement de sorte de maisons en bande, vous voyez. Et puis voilà ce que ça donne aujourd'hui, où ça a été réhabilité, et c'est habité, bien entendu. Donc voilà. Donc rien d'absolument extraordinaire. Par contre, il faut savoir qu'à cette occasion, ont été expérimentés des matériaux qui vont être ensuite répandus dans le marché industriel, qui sont des matériaux isolants, enfin, toutes sortes de matériaux qui vont être là en phase expérimentale avant de pouvoir
être utilisés de façon beaucoup plus large dans la construction à cette époque-là. Voilà pour cette cité-jardin. Et puis, autre nouveauté, c'est l'apparition donc d'un nouveau type d'habitat en direction de la population ouvrière ou modeste, on va dire. C'est donc des petits bâtiments collectifs qu'on peut qualifier en forme de lame, si vous voulez, hein, vous voyez, de bâtiments étroits, de faible hauteur, de 4 à 5 niveaux, des petits collectifs, relativement étroits, qui font de 12 à 15 mètres de large, ce qui permet de concevoir, et ça c'est vraiment un impératif qu'ils se sont fixés, des appartements traversants, qui permettent donc aux habitants de bénéficier de l'éclairement du soleil, de la lumière et du soleil sur deux côtés de l'appartement. Donc rompre avec les bâtiments collectifs entourant une cour sombre, vous voyez, un peu comme l'îlot haussmannien à Paris. Donc c'était cette volonté de rompre avec ce type d'habitat hérité de la période antérieure, là où s'entassaient des centaines de milliers, voire des millions d'ouvriers et de travailleurs des grandes villes allemandes, rompre avec cet habitat traditionnel qu'on appelait les casernes ouvrières, justement, à Berlin notamment, et d'introduire lumière, soleil, verdure, qui seront aussi, nous le verrons, les mots d'ordre de Le Corbusier à la même époque. Alors, une des premières cités expérimentales, vous le voyez, Karlsruhe, donc dans la vallée du Rhin, hein, dans le bassin rhénan, une de ces municipalités qui à l'époque était donc assez progressiste, vous voyez, et qui accepte cette forme d'expérimentation dans la cité dite d'Ammerstock. Vous voyez les dates, 28-29, vous remarquez justement par comparaison un habitat de type ouvrier aussi, mais beaucoup plus traditionnel, vous voyez, avec des toits à double pente. Vous voyez la rupture esthétique aussi qu'introduit ce type d'immeuble dans le paysage urbain de l'époque. Voilà de plus près, avec, vous voyez, ces grands balcons ouverts à la lumière et au soleil. Et puis ça, c'est des photos prises le jour de l'inauguration de cet ensemble. Et voilà également, vous voyez, l'utilisation notamment de fenêtres en bande qui permettent précisément à la lumière et au soleil de pénétrer en profondeur dans les appartements et dans les circulations également. On devine qu'il y a là les circulations verticales, les escaliers ou les ascenseurs, et les circulations horizontales, les couloirs de desserte de l'immeuble. Voilà, et également à cette occasion, on voit sur cette photo que peu à peu, la modernité pénètre également dans l'ameublement et que progressivement, on voit apparaître un type de meuble tout à fait nouveau, caractérisé par la simplicité des formes, la fonctionnalité. Donc on est là dans le champ de recherche de ce qui sera une des forces, une des originalités apportées par le Bauhaus et le courant moderne en Allemagne. Et puis, dans les mêmes années, ou un peu plus tard, c'est Berlin elle-même qui connaît la construction d'une nouvelle grande cité, à Siemensstadt, comme son nom l'indique, hein, c'est la ville de Siemens, la grande firme électrotechnique allemande qui a été fondée à la fin du XIXe siècle et qui a ses principales usines à l'époque à Berlin. Berlin, il faut savoir, est devenu, à cette époque-là, fin XIXe, début XXe, et au-delà, une des grandes villes industrielles du pays. Tout le monde pense à la Ruhr, etc. Mais Berlin est une très grosse ville industrielle, notamment autour de l'électrotechnique. C'est le grand fief de tout ce qui tourne autour de l'électricité avec la firme Siemens et AEG, qui est un peu la General Electric allemande, AEG, qui aujourd'hui a disparu, absorbée par Siemens d'ailleurs, mais qui était à l'époque implantée à Berlin. Et il y avait donc de grands quartiers ouvriers à Berlin, grands quartiers ouvriers d'ailleurs qui étaient souvent contrôlés politiquement par deux grandes forces, le SPD, les socialistes, et le KPD, le Parti communiste. Et vous savez à quel point, dans les années qui suivent, la bataille entre communistes, socialistes et nazis sera virulente dans les rues de Berlin, jusqu'à la prise du pouvoir d'Hitler en 1933. Alors,
cet aparté pour comprendre qu'il y a quand même là un enjeu de type politique aussi. Hein. La manière de loger la classe ouvrière et la population laborieuse des villes est un véritable enjeu politique à cette époque-là. Voilà la réponse qu'offre la municipalité de Berlin avec Martin Wagner aux commandes à la tête du département d'architecture de la ville. Siemensstadt, donc, c'est au nord. Vous voyez, là, voilà une vue, une sorte de carte postale de l'époque, hein, où l'on voit, vous remarquez la forte présence des usines Siemens. C'est vraiment des forteresses industrielles absolument extraordinaires, dont une grande partie existe encore aujourd'hui. Si vous avez l'occasion de visiter Berlin, ne manquez pas ces grands quartiers ouvriers, notamment au nord, qui sont particulièrement caractéristiques de la puissance industrielle de l'Allemagne au début du XXe siècle. Voilà, et voilà une vue un peu cavalière qui vous montre à la fois l'étendue de ces usines, et puis ici se trouve Siemensstadt. Vous voyez, c'est là, Siemensstadt. Et voilà le nouveau type d'immeuble qu'on a vu expérimenter à Stuttgart et qui fait son apparition ici à Berlin, avec ces grands bâtiments qui ont été dessinés par Gropius pour loger la population ouvrière. Alors vous voyez là le parti d'ouvrir au soleil, à la lumière, au milieu d'un véritable parc qui va bénéficier à la population. Et voilà des photos prises aujourd'hui avec à quoi ça ressemble. Ça a été évidemment rénové, réhabilité, et c'est donc de très beaux quartiers, très agréables, avec, vous voyez, des grands balcons qui donnent sur des parcs intérieurs, on pourrait dire à caractère un peu privatif, qui donc donne tout sa qualité d'habitat à ce type de cité ouvrière. Voilà quelques photos d'aujourd'hui pour vous montrer comment, un siècle après, ça tient la route. Hein, c'est toujours une architecture tout à fait pertinente. Et voilà également l'exemple du travail un peu plastique de Gropius à l'entrée de cette cité de Siemens. Donc il vous montre que Gropius ne perd pas de vue non plus que l'architecture, c'est aussi une affaire de forme sous la lumière, comme disait Le Corbusier un peu à la même époque. Voilà, et puis pour conclure sur l'Allemagne, par contre, revers de la médaille, après quelques années et la victoire des nazis en 1933, vont pouvoir se développer les rêves mégalomaniaques d'Hitler, dont vous savez qu'il est un architecte raté, dit-on, hein, puisqu'il a échoué par 2 fois à l'entrée au concours des Beaux-Arts de Vienne, d'où vient peut-être tous nos malheurs. Hein. S'il avait été intégré, vous savez, on peut refaire l'histoire avec des si, mais on peut supposer que si Adolphe avait été admis à l'école des Beaux-Arts de Vienne, il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. Peut-être. En tout cas, voilà, il est devenu ce qu'il est devenu. Et habité par ces rêves on pourrait dire prométhéens, de renversement du monde et de création d'un monde nouveau, il y avait cette idée de créer une véritable capitale gigantesque pour le Reich millénaire qu'il appelait de ses voeux et qui prendrait la place du vieux Berlin, avec lequel il avait des comptes à régler, hein, parce que Berlin, avant qu'il prenne le pouvoir, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, était une capitale plutôt à gauche, en gros. Et donc, il n'a eu de cesse que de briser les reins de ce Berlin de gauche, en gros, socialiste et communiste, qu'il a vaincu en 1933. Et vous savez que les premiers déportés des camps de déportation ont été d'abord les opposants politiques, notamment à Berlin. C'est eux qui ont été les premières victimes de la Gestapo et les premiers déportés des camps de déportation, des camps de concentration. Alors, donc, voilà notre ami Adolphe devant la maquette que lui a présentée son architecte favori, que vous connaissez sans doute, Albert Speer, qui est chargé à partir de 1934 des grands travaux du Reich et notamment de la conception d'une nouvelle capitale qui devait surpasser tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent. L'obsession mégalomaniaque d'Hitler va s'exprimer là de manière tout à fait éclatante. C'est à la fois une revanche sur le Berlin
traditionnelle, mais aussi une revanche sur Paris. N'oubliez pas que la grande obsession d'Adolphe, c'est la France. Et il faut que la France, finalement, disparaisse grosso modo de la carte d'Europe. Dans les projets hitlériens, si on avait été jusqu'au bout, alors qu'une grande partie des territoires de la France auraient été annexés plus ou moins au Reich et peuplés d'Allemands, comme la Lorraine par exemple, ou le nord de la France. Et donc la France était vouée à disparaître. Mais surtout, il fallait que la nouvelle capitale du Reich soit bien plus belle que ce que pouvait offrir Paris. Il a fait qu'un seul voyage à Paris. Vous savez, en juin 1940, après la victoire, vous connaissez tous ces images d'Hitler parcourant les rues de Paris désertes, quasiment, au petit jour, et allant jusqu'à l'esplanade du Trocadéro, devant la Tour Eiffel. Tout le monde connaît cette image. C'est le seul voyage qu'il a fait à Paris. Mais il avait une revanche à prendre sur Paris. Donc tout ce qu'il veut, c'est que les monuments que lui propose Speer soient plus gros que ceux qui existent ailleurs dans le monde, et notamment à Paris. Alors en particulier, vous voyez, une avenue gigantesque qui devait faire, je crois que c'était plus de 10 km de long, jalonnée par une gare centrale, ici absolument colossale, vous voyez, mais qui n'a pas du tout une allure de gare, mais plutôt de grand château fort. Un arc de triomphe qui, bien sûr, devait dépasser de 2 ou 3 fois l'arc de triomphe de Paris. Et puis ici, un immense congrès, un hall du peuple, Volkshall, qui devait contenir jusqu'à 200 000 personnes, théoriquement, et qui, bien entendu, devait être bien au-dessus de ce qu'était le Panthéon, par exemple, pour comparer quelque chose de comparable. Voilà en gros quels étaient les projets d'Hitler qu'il confie donc à Speer. Et les premiers travaux avaient commencé quand même dans les années 40, au moment du Reich triomphant, et puis au fur et à mesure que les choses se sont gâtées, tout ça a été abandonné, mais bon, le projet est resté comme ça, célèbre dans les cartons. Voilà, vous voyez, un aperçu de cette allée triomphale qui devait être un super Champs-Élysées, bien entendu, avec la gare dont je vous parlais ici, l'Arc de Triomphe, là. Puis vous voyez les immenses constructions publiques, monumentales, à la mesure de ce que devait être le Reich, car dans l'idée, dans le projet hitlérien, vous savez que la domination du Reich devait s'établir, en gros, de l'Atlantique à l'Oural, quoi, en gros. Et Germania, la future capitale, devait être la plus grande capitale du monde. Voilà un peu à quoi rêvait notre ami Adolphe. Et voilà un petit peu, à l'échelle, pour que vous vous rendiez compte, à quoi ça aurait pu ressembler. Là, vous voyez la porte de Brandebourg, que certains d'entre vous doivent connaître, sans doute. Voilà le Reichstag, qui est devenu aujourd'hui le Bundestag. Voilà le Reichstag. Et voilà, à la même échelle, ce qu'aurait pu être ce fameux hall du peuple, qui devait donc dominer la ville de Germania. Bon, ça laisse un peu rêveur, en même temps, la constructabilité de cet édifice. Bon, beaucoup d'architectes se sont demandé comment on aurait pu faire tenir debout tout ça. En tout cas, voilà un peu ce qui était dans la tête de Speer et d'Hitler. Alors, par ailleurs, Hitler avait aussi d'autres projets pour d'autres villes, car dans sa tête, il y avait 4 villes qui étaient privilégiées. Outre Berlin, future capitale du Troisième Reich, il y avait Munich, puisque Munich a été le berceau du parti nazi, donc ça devait être également une ville qui devait bénéficier d'aménagements particuliers destinés à commémorer la naissance du parti. La ville où il a fait ses études, vous savez qu'il était autrichien, et il a fait ses études à Linz, une des villes de l'ouest de l'Autriche, proche de la Bavière. Il a fait ses études au Gymnasium de Linz, d'ailleurs assez médiocre d'après ce qu'on sait. Et donc, il n'a pas gardé de rancœur et il voulait au contraire faire de Linz une capitale culturelle pour le Reich. Vous voyez, il voulait faire de cette ville, qui était une ville tout à fait relativement modeste quand même, c'est pas une grande ville, Linz. Il voulait en faire un lieu avec des musées, vous voyez, quelque chose qui soit une ville d'importance culturelle pour l'ensemble du Reich. Et le 4e grand lieu, c'est évidemment Nuremberg, dont nous en parlons un petit peu maintenant. Alors, ah oui, parmi les constructions
qui permettait d'imaginer ce qu'aurait pu être le futur Berlin, le futur Germania, il y a quand même eu la construction de la chancellerie d'Hitler, là où il siégeait. Voilà l'entrée de la chancellerie du Reich telle qu'elle a été livrée en 1938-39 par Speer au nouveau régime. Donc ça donne une idée de l'aspect colossal de ces constructions. Alors voilà maintenant Nuremberg. Nuremberg, quelques mots là-dessus, parce que c'est quand même un projet tout à fait cohérent qui a été conçu par Albert Speer à partir de 1934. Dès 1934, une des priorités pour lui, c'est d'élaborer une ville véritablement centrée sur le parti nazi, puisque Nuremberg, vous le savez, a été la ville des congrès du parti. Et ceci dès avant la prise du pouvoir. Nuremberg est une ville qui a connu un grand essor fin 19e, début 20e, une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants, une ville industrielle, puissante. Vous connaissez les camions MAN, M-A-N, MAN, le siège, les usines principales se trouvent à Nuremberg. Et MAN, ça veut dire Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg. Donc voilà l'origine de la firme et les principales usines de l'époque se trouvent là. Ceci pour dire que Nuremberg est une ville importante. C'est la principale ville industrielle de Bavière à l'époque. Et au point qu'elle a organisé une expo allemande, des réalisations allemandes au début du siècle, avant la guerre de 14, et que c'est précisément à l'emplacement de cette expo, d'avant la guerre de 14, devenue parc de loisirs après la guerre de 14, que Speer a décidé de développer la ville consacrée à la vie du parti. Alors vous voyez ici par exemple sur ce plan, la partie où s'est déroulée cette fameuse expo de l'époque, d'avant la guerre de 14, c'était ici. Et puis on a créé un lac artificiel, une base de loisirs, comme on dirait en France, autour de ça. Et ici, il y avait un espace qui s'appelait le Zeppelinfeld, qui va devenir tristement célèbre. Zeppelinfeld, parce que là, dès avant la guerre de 14, vers 1911 et 1912, le fameux baron Zeppelin a expérimenté ces fameux dirigeables qui seront utilisés pendant la guerre de 14, notamment. Donc c'est de là que vient le nom du Zeppelinfeld, là où se dérouleront plus tard, 20 ans après, à peu près, ou 20 et quelques années après, les grandes cérémonies en présence d'Hitler. Alors donc, voilà les lieux, avec ce Zeppelinfeld ici, un stade, et puis surtout le Marsfeld aussi, littéralement le champ de Mars, parce que c'est dédié au dieu de la guerre, Mars, et que s'y dérouleront, pendant l'ère nazie, des grands défilés militaires. Les grands défilés militaires ne se déroulent pas à Berlin. Je ne crois pas qu'il y ait eu de grands défilés militaires sur les grandes avenues de Berlin, à ma connaissance. La ville où on se consacrait vraiment à ça, c'était à Nuremberg, qui a été choisie par Hitler, notamment parce qu'il considérait que c'était la ville la plus allemande des villes allemandes. Elle était un concentré de germanité, en quelque sorte, par son architecture, qui remonte au Moyen-Âge. Ces belles maisons anciennes, du Moyen-Âge, gothiques, ou Renaissance, son château qui domine la ville. Tout ce paysage urbain était vraiment la quintessence de la germanité, en quelque sorte. N'oubliez pas les maîtres chanteurs de Nuremberg, de Wagner. Il y a, dans la conscience collective allemande, Nuremberg, c'est vraiment une quintessence de la germanité. Et c'est pour ça que Hitler l'avait choisi, notamment pour y réunir son congrès du parti, qui se déroule dès avant 1933. Il y a eu plusieurs congrès du parti dans les années 20. Et puis lorsque le parti est arrivé au pouvoir en 1933, évidemment, on développe tout ça. Donc le Marsfeld pour les grandes manœuvres militaires où le régime montre ses nouveaux matériels et puis et fait évoluer ses troupes pour faire des démonstrations pour le bon peuple et pour les caméras de Leni Riefenstahl, vous savez, le cinéaste attitré du régime qui va filmer
en 1934, le congrès du parti qui va donc être intitulé la victoire. Bon, ça me reviendra. Elle a réalisé un film. Donc, quand vous voyez les images, la plupart des images que vous voyez à propos des défilés et des rassemblements nazis sont tirées de ce film. La victoire de la volonté. Voilà. Ça s'appelle La victoire de la volonté. C'est le congrès du parti de 1934. Plus tard, elle fera, 2 ans après, à propos des Jeux Olympiques de 1936 aussi, un film célèbre, Les Dieux du Stade. Hein, c'est donc elle-même qui va devenir vraiment la cinéaste attitrée qui couvre tous les grands événements du régime, et en particulier cela. Et voilà où se déroule, voilà le haut lieu où se trouvaient donc, où se rassemblaient les troupes hitlériennes devant la grande tribune ici où siégeait leur grand chef, le Führer. Alors je me suis amusé à mettre cette photo parce qu'elle est rigolote, elle est un peu cocasse. C'est les photos prises après-guerre, lorsque la région est occupée par les Américains, et que ils ont bien sûr fait sauter la svastika qui est siégée ici, hein, la croix nazie était là, et tout tranquillement, comme ils sont les Américains, très pragmatiques, hein, un pays occupé, qu'est-ce qu'on fait? Il faut occuper les GIs, donc on installe un terrain de baseball. Là où se pressaient des foules de SA et de SS fanatisés, les GIs américains jouaient au baseball, quelques années après. C'est assez rigolo, mais en fait, ça me fait penser un peu au film MASH de Robert Altman, qui se déroule pendant la guerre de Corée. Bon, où les chirurgiens jouent au golf. Et ici, voilà, par contre, la photo prise au moment de l'inauguration de ce haut lieu, avec ici la tribune, vous avez tous vu Hitler ici, présider aux grandes cérémonies. Et voilà donc, alors cette tribune qui fait 300 mètres de long, si je ne me trompe pas, ou 400 mètres de long, et qui est inspirée directement, pour Speer, du fameux hôtel de Pergame qui se trouve au Pergamon Museum de Berlin. Hein. C'est une des pièces maîtresses du Pergamon Museum, et c'est donc là que Speer va puiser son inspiration pour concevoir la tribune du Reich. La voilà, avec les foules qui manifestent, comme vous les avez déjà vues sur des images. Et puis la nuit, avec l'architecture également fabriquée avec des projecteurs, ces projecteurs qui servent à la TCA en temps normal, hein, pour la protection des villes, qui sont ici utilisés pour créer une architecture de lumière. C'est comme ça que Speer l'appelait. Par ailleurs, Speer, vous devez le savoir, outre architecte, à partir de 1942, c'est lui qui est chargé, en remplacement de Todd, de la mobilisation, on va mettre des guillemets, de la main-d'œuvre du Reich, notamment de l'utilisation de la main-d'œuvre déportée dans les camps au service de l'industrie de l'armement. Il devient ministre de l'armement en 1942. C'est pas n'importe quoi quand même. Hein. Il n'est pas qu'architecte. Et puis, un des seuls bâtiments qui seront réalisés dans ce vaste projet, ça sera partiellement réalisé, la halle des congrès, vous voyez, qui est directement inspirée de l'architecture antique, notamment, on pourrait penser au Colisée. Titre même qu'il a choisi en 1930 pour présenter un dossier de planches qu'il va lui-même intituler comme ça, présentant en quelque sorte sa prospective urbaine. Quelques mots pour commencer. Pour Le Corbusier, la question de la ville est au centre de sa pensée et de ses recherches théoriques et partiellement pratiques tout au long de sa carrière. J'ai mis ici 30 ans de recherche, mais on peut dire toute sa vie, il a été préoccupé et il a réfléchi à ce que pouvait être la ville du XXe siècle avec les techniques qu'offre justement l'ère machiniste qui s'est déroulée entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle.
Alors le voilà pris en photo présentant une de ces nombreuses maquettes qu'il essaiera de faire valoir auprès des autorités au cours des années 20 et 30, mais peu d'entre elles ont trouvé un débouché pratique et des commandes précises. Et alors, en fait, il faudra qu'il attende, vous le savez, après la Seconde Guerre mondiale, pour recevoir véritablement de l'État français ses premières commandes publiques de bâtiments collectifs, embryons d'une future ville, comme la Cité radieuse de Marseille. Et dès 1922, il frappe un grand coup, si vous voulez, auprès de l'opinion publique et surtout de l'opinion de la corporation des architectes urbanistes en particulier, en présentant au Salon d'automne de 1922 un projet de ville contemporain de 3 millions d'habitants, et suivi de quelques années après par un plan pour le moins extraordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire, de bouleversement de Paris appelé Plan Voisin, du nom de son mécène, Voisin, qui était l'industriel qui le finance à ce moment-là. Et puis surtout, il va y avoir toute une floraison de publications qui s'étalent des années 20 pratiquement jusqu'aux années 60, mais en particulier celui-ci que vous pouvez vous procurer facilement si vous êtes intéressé. Si vous êtes intéressé aux questions d'urbanisme, c'est intéressant quand même de lire ce bouquin et de voir en détail comment Le Corbusier raisonne. Donc celui-ci que vous avez là, La ville radieuse, il est publié à partir de 1930. Ensuite, quelques titres que vous pouvez trouver encore aujourd'hui ou en bibliothèque éventuellement. Quand les cathédrales étaient blanches, qu'il publie en 1937, où il fait notamment la critique, c'est intéressant, après ses voyages aux États-Unis, il fait la critique de New York, qu'il trouve trop timide, justement, en matière de gratte-ciel. Je vais expliquer pourquoi. Et puis, après la guerre, une manière de penser l'urbanisme, où il va essayer de concrétiser, à partir de toute cette théorie d'avant-guerre, de concrétiser des solutions pour la France de cette époque-là, qui est en pleine reconstruction. Et puis, même dans ces mêmes années-là, il va encore plus loin que le simple aménagement des villes, puisqu'il s'intéresse quasiment, on pourrait dire, à ce qu'on va appeler, dans ces mêmes années, l'aménagement du territoire. Dans ces ouvrages-là, comme les 3 établissements humains, il n'est plus simplement question de ville, mais il est question de territoire et comment articuler ville et territoire, précisément. Donc, vous voyez, ça brasse large chez Le Corbusier. On part de l'habitat, on va le voir, de formules d'habitat individuel, et on arrive à l'aménagement général du territoire d'un pays. Ça va être jalonné également par une publication absolument essentielle, qui est la Charte d'Athènes, que vous pouvez trouver également, vous voyez, en collection de poche, c'est aux éditions du Seuil. Et ça aussi, ça mérite une lecture, si vous voulez avoir quand même un aperçu de la pensée corbusienne. La Charte d'Athènes s'impose. Alors, voilà, en résumé, comment fonctionne la pensée de Le Corbusier? Le Corbusier, il est original sans être original, il est aussi le représentant d'un courant qui s'est formé progressivement, fin 19e, début 20e, qui essaie de réfléchir à ce que doit être une ville des temps modernes. Et à ses yeux, comme aux yeux de ceux qui le suivent, notamment dans le courant des architectes dits modernes, on distingue donc 4 fonctions urbaines principales qui doivent permettre de comprendre comment fonctionne un espace urbain et à partir desquelles on peut penser une manière de l'aménager, cet espace urbain, c'est-à-dire comment penser l'urbanisme. Alors ces 4 fonctions, elles sont désormais très connues. Pour lui, elles se résument à 4 points. Une ville, c'est un endroit où on travaille, où on se loge, où on habite, où on se divertit et où on circule. Et ça, circuler, c'est vraiment très très important. C'est même central. Donc, ces fonctions doivent être séparées dans l'espace urbain. Et donc, la question de la circulation se pose précisément entre les divers types d'activités et de fonctions
dans lesquels se répartit la ville. C'est l'embryon de ce qu'on va appeler plus tard le zoning ou le zonage. Tous les plans d'urbanisme, à partir de là, à partir des années 20 et 30, vont progressivement intégrer cette dimension et organiser les espaces urbains en fonction de cette activité qui, jusque-là, je vous le rappelle, dans la ville ancienne, traditionnelle, était mélangée dans la ville de l'Ancien Régime, dans la ville du XVIIIe, et jusqu'au début du XIXe, on vit, on travaille, on se détend, on se promène, on circule au même endroit. Tout ça est mélangé dans la ville ancienne. Et c'est précisément ce que reproche Le Corbusier à la ville ancienne. Parce que ça a pu fonctionner un certain temps, mais ce n'est plus possible. La ville moderne doit fonctionner sur d'autres critères. Il faut mettre de l'ordre dans la ville. Ça va être aussi une obsession corbusienne. Et pour le démontrer, il présente donc, à l'occasion du Salon d'automne 1922, un projet de ville contemporaine de 3 millions d'habitants. Alors vous voyez, vous rappelez que chez Ebenezer Howard, dans sa vision des cités-jardins, la ville optimale, c'était 30 000, 32 000 habitants. Là, on est 100 fois plus. On est vraiment à l'échelle de la métropole moderne. Le Corbusier ne raisonne pas pour les petites villes. Enfin, si, également, mais sa pensée va d'abord à la grande ville moderne. Il dit ce que l'ère industrielle, l'ère machiniste a produit, c'est la métropole, et c'est à ça qu'il faut s'atteler. C'est ça qui est le centre désormais de la civilisation. C'est dans ces métropoles, il faut les considérer comme les centres vitaux de la civilisation moderne. C'est là qu'on pense, on produit, on élabore pour tous. Donc les capitales, c'est pas simplement une ville plus grande que les autres, c'est le cerveau de la nouvelle civilisation et de l'espace organisé par elle. Donc ça va très très loin dans la pensée. C'est vraiment quelque chose d'absolument central pour bien comprendre les projets de cet architecte. Alors, pour vous donner une idée des dimensions, cette maquette qui est ici une maquette reconstituée, c'est pas la maquette d'origine, elle faisait 29 mètres de long. Oui, donc vraiment, il y avait de quoi voir. C'était vraiment détaillé et donc ça donnait une idée de l'échelle un peu à laquelle il fallait travailler. Et en plus, elle était accompagnée d'un diorama, oui, c'est un montage photo que vous voyez ici, qui faisait aussi, je crois, 20 mètres ou 100 mètres carrés, quoi, en gros. Vous voyez donc les dimensions de ce dispositif. Et le tout accompagné de grands dessins de la main de Le Corbusier qui permettaient de détailler, de préciser certains points de ce projet. Donc, ça vous imaginez, cette présentation au Salon d'automne de 1922, de cette maquette et de ce diorama, ça a vraiment frappé les esprits à ce moment-là. Alors, voilà un des dessins, un des plans, là c'est pas un dessin, c'est un plan qui accompagne cette maquette et qui permet de mieux lire peut-être, enfin de lire d'une autre manière, l'organisation d'ensemble de la cité. Alors voilà les fonctions en question qui sont exposées sur ce plan. Alors, il faudrait, normalement, pour mieux le lire, il faudrait qu'il soit orienté, le noir est là, vous voyez, donc il faudrait que je le tourne de 90 degrés pour qu'il soit exactement comme il a été présenté à l'exposition. Peu importe. Ce qui est important ici, c'est de comprendre l'organisation et justement les différenciations fonctionnelles. Au centre de la ville, ici, vous voyez des croix, ce sont des gratte-ciel cruciformes en forme de croix, qui sont le centre administratif et économique de la cité. C'est précisément ça, le centre, le cerveau, en quelque sorte, de cette cité. Et là, vous voyez, au cœur de la cité, la gare centrale, organe également essentiel dans l'organisation spatiale de la ville. Il dit d'ailleurs à ce sujet, autrefois, et c'est très pertinent comme idée, autrefois, dans la ville traditionnelle, on rentrait dans la ville par des portes qui étaient situées à l'extérieur.
Aujourd'hui, on rentre dans la ville par le centre, par le cœur. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, je dirais. Hein. Donc, sa vision, vous voyez, de la métropole du XXe siècle est vraiment tout à fait pertinente. Même si on peut en contester, tout un tas d'aspects, mais la pensée urbaine est vraiment très puissante. Et je trouve toujours très pertinente. Et vous voyez qu'elle est à la croisée. Donc, vous vous rappelez la croisée romaine, hein, le Cardo et les Decumanus. Mais vous voyez comment la persistance, à travers les siècles, d'un type d'organisation qui a été conçu dans la haute antiquité. Mais voyez également le règne de la ligne droite. Partout règne la ligne droite. Et précisément, c'est un des leitmotifs également de Le Corbusier. Il faut que la ville soit mise en ordre, et l'ordre, ça passe par la ligne droite et l'angle droit. Donc on a une ville orthonormée, une ville orthogonale, avec quelques diagonales, qui viennent un peu rompre le maillage général, mais qui obéit aux lois rigoureuses de la géométrie. Et je ne peux pas manquer de vous lire quand même quelques phrases célèbres de Le Corbusier, tirées donc de ce bouquin qui a été publié en 1925. En même temps que le plan voisin de Paris, il a publié ce livre, dont vous voyez ici une réédition bien sûr actuelle, mais qui reprend l'ensemble de l'original. Et alors ça commence par un titre célèbre, Le chemin des ânes et le chemin des hommes. L'homme marche droit parce qu'il a un but, il sait où il va. Il a décidé d'aller quelque part et il y marche droit. L'âne zigzague, muse un peu, cervelle brûlée et distrait, zigzague pour éviter les gros cailloux, pour esquiver la pente, pour rechercher l'ombre. Il s'en donne le moins possible. Je veux dire, il en fait le moins possible. Hein. C'est un feignant, l'âne. L'homme régit son sentiment par la raison. Il réfrène ses sentiments et ses instincts en faveur du but qu'il a. Il commande à sa bête par son intelligence. Son intelligence bâtit les règles qui sont l'effet de l'expérience. L'expérience naît du labeur. L'homme travaille pour ne pas périr. Pour produire, il faut une ligne conduite. Il faut obéir aux règles de l'expérience. Il faut penser en avant au résultat. L'âne ne pense à rien du tout qu'à ne pas s'en faire. Il poursuit. L'âne a tracé toutes les villes du continent. Paris aussi, malheureusement. Donc, il dit que le tracé ancien des villes, c'est le chemin des ânes. Les rues, le tracé, le maillage avec ses rues tortueuses, courbes, etc. Ce n'est pas le fruit de la pensée de l'homme, c'est la pensée de l'âne qui a dicté l'organisation des villes anciennes. Alors là, c'est volontiers polémique tout ça, bien entendu. Il faut connaître le bonhomme. Hein, et il ne manque pas de lancer ses torpilles à son entourage, et en particulier à tous ceux qui, comme l'architecte autrichien Camillo Sitte, dont je vous ai cité le nom précisément, qui est partisan de la réhabilitation des villes anciennes et de suivre les tracés anciens pour concevoir des villes nouvelles. Alors là, c'est une torpille contre ce courant-là, vous voyez, un peu traditionnaliste et régionaliste, qui conçoit les villes du futur comme des villes anciennes augmentées. Lui, non, il veut rompre avec tout ça, et donc, il faut que la ligne droite règne en maître. Je poursuis ma lecture. La rue courbe est le chemin des ânes, la rue droite, le chemin des hommes. On ne peut pas être plus clair. Hein. La rue courbe est l'effet du bon plaisir, de la nonchalance, des relâchements, de la décision, de l'animalité. La droite est une réaction, une action, un agissement, l'effet d'une domination sur soi. Elle est saine et noble. Ouf. Bon, donc, c'est assez péremptoire, vous voyez. Et dans le chapitre qui suit, il est intitulé « L'ordre ». On ne peut pas être plus clair. La maison, la rue, la ville sont des points d'application du travail humain. Elles doivent être en ordre, sinon elles contrecarrent les principes fondamentaux sur lesquels nous sommes axés. Donc voilà, je pourrais poursuivre, mais vous voyez à quel point on a affaire à une pensée quand même très, pour le coup, assez rigide, hein, et qui voit dans la ligne droite et l'angle droit comme la solution aux problèmes d'organisation
de la cité désormais. Alors bon, voilà, hein, ça fait partie un peu du bonhomme, il faut le savoir. On peut peut-être, si on veut faire des recherches d'ordre psychologique sur le personnage, se dire qu'il est né dans le Jura suisse et que dans une région où règne quand même une mentalité, on va dire, un peu calviniste, hein, on peut trouver quelque chose de cette rigidité protestante chez lui. Je crois que c'est indéniable. Il y en a beaucoup qui l'ont dit avant moi. Mais néanmoins, au-delà de ça, il y a quand même tout un système de pensée qui s'est mis en place progressivement et dans lequel il y a quand même une vision tout à fait particulière que tous ne partagent pas dans le mouvement moderne quand même. Hein. Tout le monde n'est pas sur des positions aussi abruptes que lui. Mais là, on est dans la phase 1, c'est-à-dire la phase où il faut frapper un grand coup, marquer les esprits et mettre à la première, sur le devant de la scène les questions centrales de l'organisation de la ville du futur qui demande une réflexion en profondeur beaucoup plus fournie que ce qui a été fait jusqu'à présent. Je vous rappelle qu'on n'est qu'au début du mouvement des urbanistes. Hein. La Société française des urbanistes a été fondée quelques années avant la guerre de 14. C'est les balbutiements des questions d'urbanisme. Donc on est vraiment dans la phase où il faut fixer un petit peu les règles du jeu en quelque sorte et montrer quels sont les enjeux du futur. Bien entendu, vous devez comprendre que cette manière de poser les problèmes, ces plans et ces maquettes, c'est vraiment, ce qu'on appelle un modèle. C'est un modèle théorique sur lequel on peut réfléchir, on peut travailler, qui sert justement à discuter, à polémiquer éventuellement, et qui permet donc de poser les problèmes, mais qui n'est pas présenté comme une solution à toutes les villes. C'est juste un objet de réflexion. Voilà comment il faut le comprendre. Alors en détaillant maintenant, je poursuis mais je ne me suis pas égaré, mais j'ai pris un chemin de traverse, un chemin des ânes, et donc je reviens à mon topo de départ. Voilà les bâtiments du centre, avec les gratte-ciels cruciformes, la gare centrale, ici, les grands axes directeurs de la cité, mais qui sont des axes de circulation générale, qui n'intéressent pas directement les quartiers. Et puis vous voyez autour deux types d'habitats, ce qu'il appelle des immeubles à redans, première ceinture d'habitat collectif, deuxième ceinture ici d'habitat collectif, ce qu'il appellera les immeubles villas. Je vais vous détailler. Hein. Et puis au-delà, cette ville-là, à ses yeux, par exemple, elle pourrait contenir environ 1 million de personnes. Vous voyez, grosso modo, il dit 1 million, 500 000 dans la ceinture des immeubles à redans, 500 000 dans les immeubles villas. Au-delà, une ceinture verte. Donc il reprend, vous voyez, l'idée quand même. Il n'est pas idiot, enfin, il connaît son histoire de l'architecture. Hein. Donc il connaît Howard et les théories des Garden City. Donc il retient l'idée d'une ceinture verte pour contenir la ville dans certaines limites. Et au-delà, il envisage que le gros de la population, en particulier les ouvriers de l'industrie, ici la zone industrielle, ou les employés qui vont travailler dans les immeubles du centre, mais qui ne sont pas logés ici, peuvent donc être logés dans des Garden City. Et on s'aperçoit que dans son topo, ces Garden City, elles sont censées regrouper 2 millions de personnes quand même. Alors c'est quand même une drôle d'échelle. Donc c'est pas des petits quartiers comme ça, comme on a vu jusqu'à présent de Garden City, hein, de quelques milliers d'habitants. On est à une échelle beaucoup plus considérable. Alors, voilà un petit peu poser les termes du débat. Alors ici, un grand parc central qui vient s'ajouter à la ceinture verte. Et puis, un point sur lequel il insiste beaucoup, c'est que ces quartiers, il faut bien voir que le type d'habitat qu'il a choisi permet précisément de n'occuper que très peu d'espace. Il dit en gros, mes immeubles à redans, ils vont occuper de 12 à 15% du sol. Et tout le reste, c'est la verdure, c'est des jardins, c'est des parcs. Donc la ville que je propose, elle va permettre à la fois de densifier la population. Je vais pouvoir loger plus de gens dans ces immeubles
que ceux qui existent jusqu'à présent, tout en dégageant le sol pour les activités de loisirs, de détente, de promenade, etc., de sport. Voilà hein, sa vision des choses. Et il insiste lourdement sur ce point-là. Hein. Là, c'est vraiment un point de doctrine très très important. Voilà, bon. Et puis, c'est donc accompagné de dessins. Ça, c'est aussi des dessins de sa part. Et là, vous voyez en particulier un gros plan, en quelque sorte, sur la gare centrale. Et vous remarquez que la gare centrale, elle est couronnée par un terrain d'aviation. Ce qui, à l'époque, en 1122, paraît un peu incongru. Mais aujourd'hui, un siècle après, pas du tout. On parle aujourd'hui de taxi volant. On est dans le 5e élément hein, de Besson, là. Aujourd'hui, c'est la folie furieuse. Vous savez qu'il y a X projets de circulation aérienne dans les grandes villes d'aujourd'hui. Donc, la vision corbusienne trouve son accomplissement dans les grandes métropoles d'aujourd'hui et de demain. Alors, sa gare centrale, d'abord, elle est au croisement, vous voyez, des grands axes routiers qui sont en fait des autoroutes, vous le voyez. Autoroutes urbaines, ce qui à l'époque aussi est tout à fait nouveau. Même en Amérique, il n'y a pas d'autoroute urbaine comme ça. Hein. Donc ça, c'est la grande circulation, il dit c'est la grande circulation interrégionale qui passe par là. Nous, on aurait tendance à faire contourner la ville aujourd'hui hein, par des autoroutes de contournement. Lui, il a fait passer au centre avec un nœud d'échange souterrain entre les différents axes, nord-sud et est-ouest. Et au-dessus et au-dessous, il y a comme une stratification de différents niveaux de circulation. Il y a les trains de la gare centrale, les trains de grande distance, puis il y a les trains de proximité, puis il y a les métros, puis il y a des tramways. Oui, il y a toute une hiérarchie de transport en commun ferroviaire. Et puis, de part et d'autre, il y a des gares routières, ici et là, qui sont destinées à faire circuler des bus dans les différents quartiers en surface. Donc, oui, il y a toute une vision des circulations du monde moderne, combinant plusieurs modes de transport, collectifs ou individuels, qui sont tout à fait anticipateurs et qui correspondent tout à fait à ce qu'on appelle, nous, les centres d'échange intermodulaires. Pour employer les mots de la technocratie, les centres d'échange intermodulaires, c'est ça. C'est les gares centrales où tout est connecté. Et vous savez qu'un des principaux objectifs, précisément des grandes métropoles modernes, c'est de réaliser ces grands lieux nodaux où toutes les circulations convergent et divergent. Vous remarquez également hein, la place déjà de la végétation qui transparaît même dans ce quartier central. Et puis, quelques vues qui vous montrent que, hop, dès qu'on s'éloigne un petit peu des gratte-ciel du centre, on entre dans les zones résidentielles. Et là, pour illustrer mon propos sur, voyez comment ce type d'immeuble dégage en grande partie l'espace pour des activités de plein air. Alors, quelques années après cette première torpille qu'il envoie dans le milieu des architectes et des urbanistes de l'époque, et à destination évidemment des pouvoirs publics. Car une des grandes obsessions de Le Corbusier tout au long de sa carrière, ça sera d'arriver à toucher le pouvoir. Comment passer de la théorie à la pratique. Pour ça, il faut convaincre ce qu'il appellera progressivement l'autorité de décider, de prendre en charge ces projets. Cette recherche de l'autorité le mènera assez loin. Hein. Je vous en ai parlé un peu longuement l'année dernière ou l'année avant, avec son voisinage, avec sa proximité parfois avec un peu le fascisme de certaines organisations fascistes, avec sa proximité avec Vichy en 1941-1942, ses voyages en URSS, aller voir du côté de Moscou s'il n'y a pas à prendre quelque chose. Vous voyez, donc, il y a toujours eu une certaine ambiguïté de Le Corbusier vis-à-vis de ce qu'il appelle l'autorité. Mais c'est vrai que la question qu'il pose est importante. C'est la maîtrise du foncier, la maîtrise du sol. Tous ces aménagements, toutes ces rêveries, tous ces projets extraordinaires que l'architecture utopiste nous a proposés depuis le XIXe siècle, supposent in fine que quelque part, on abolisse ou on diminue ou on réduise
l'impact de la propriété privée. Et que donc on passe à une nouvelle forme de propriété, de type collectif ou partagé, qui peut être municipale ou nationale, mais qui en tout cas permettent à l'autorité, ou en tout cas ceux qui exercent le pouvoir, de pouvoir réellement aménager en utilisant le sol relativement librement. Ça aussi, ça sera un des points clés de son raisonnement. Sans maîtrise du sol, sans maîtrise de l'espace, il n'y a pas d'aménagement possible. Surtout d'aménagement urbain. On peut concevoir des petits aménagements ponctuels, mais ça ne peut pas être à la hauteur des enjeux. Donc, d'où l'idéologie de la tabula rasa. S'il n'y avait rien, ça serait mieux. Hein, voilà, s'il n'y avait rien, ça serait mieux. Et ce qui fait qu'il y en a qui vont rêver aussi en 1944 de raser ce qui existe pour reconstruire. Hein, vous avez les villes bombardées, il y aura des grands débats sur que doit-on faire. Doit-on reconstruire des villes à l'identique sur les ruines du passé ou bien faire table rase et repartir sur un raisonnement nouveau. C'est pas du tout en l'air, hein, ce que je dis là. Ça va s'opposer très concrètement 20 ans après. Mais lui, en tout cas, en 1925, il va encore frapper un grand coup à l'exposition à l'expo des Arts Déco de 1925. Il propose un pavillon où il y a une maquette, je vais vous présenter, de ce que serait l'immeuble villa, et en même temps, il présente à côté un plan de transformation de Paris, vous allez voir, assez radical. Il s'appelle Voisin parce que il est financé par l'industriel Voisin, qui à l'époque est un fabricant d'avions et de voitures. Il a d'ailleurs, lui, Le Corbusier, une Voisin qui ne manque pas de photographier. Vous vous rappelez des photos où on voit une voiture devant une villa? C'est sa voiture, la Voisin, qu'il affectionne particulièrement et qui ne manque pas de montrer, parce que pour lui, c'est la modernité. La voiture, on va le voir, c'est la modernité. Voilà le plan Voisin pour la ville de Paris. Tenez-vous bien, vous voulez retrouver nos immeubles cruciformes, nos gratte-ciel. Voyez l'île de la Cité, ça vous donne l'échelle. Bon, alors voilà le Louvre, hein. Vous voyez? Voilà le Louvre. Voilà la rue de Rivoli. Bon, donc il envisage froidement de raser, je ne sais pas combien, un tiers de Paris ou un quart de Paris, en gros entre la Seine et la gare de l'Est. Vous voyez, grosso modo, là, cette zone de Paris. De toute façon, c'est du Paris pourri, hein, à ses yeux. D'ailleurs, beaucoup de quartiers sont classés zones sinistrées, insalubres. Il y a des îlots insalubres. Et un de ces îlots, qui va être démoli à ce moment-là, c'est l'îlot où se trouve aujourd'hui le centre Pompidou. Et le rectangle là, c'était un îlot insalubre qu'on a rasé. Et puis 30 ans après, ou 40 ans après, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Et Pompidou a dit, on peut faire un musée d'art moderne. Voilà. C'est sur un îlot insalubre, démoli dans les années 20. Donc il se disait, après tout, on a commencé à démolir, on peut continuer. Et on met une ville moderne à la place, une vraie ville du XXe siècle. Et là voilà, avec ces immeubles cruciformes, et un axe ici, vous voyez, voilà le plan, les immeubles cruciformes, une grande avenue triomphale. Voilà les Champs-Élysées à côté, hein, à l'échelle, la place de l'Étoile. Bon, voilà, ça vous laisse mesurer la démesure de ce projet. Alors là, pour le coup, Germania, ça semble de l'enfantillage à côté. Hein. Voilà à l'échelle, vous voyez, du quartier, il précise bien. Hein, donc, voilà, le projet des immeubles cruciels qui montent dans le ciel, il dégage tout l'espace autour, vous voyez. On est dans une cité-jardin, mais à une autre échelle. C'est ce qui reproche aux gratte-ciel new-yorkais. Lorsqu'il voyage à New York, c'est un des reproches qu'il fera aux Américains, mais vous construisez des gratte-ciel, mais vous les mettez sur toute la parcelle. Donc il n'y a pas d'espace vert, c'est que du minéral. Donc c'est une grosse erreur. Et donc faites comme moi je préconise, faites des gratte-ciel au milieu de l'espace vert. Et vous aurez autant de surface commerciale, mais vous dégagez l'espace. Voilà. Alors vous voyez la trame du vieux Paris qui se propose de démolir et de mettre ça à la place. Vous imaginez bien bon, le tohu-bohu qu'a provoqué ce plan Voisin
à l'époque. Et voilà encore un dessin, vous voyez, de sa plume, qui vous montre un peu à quoi ça aurait ressemblé ce Paris hérissé de gratte-ciel, avec quelques, quand même, on va conserver quelques éléments du patrimoine. Voilà, bien sûr, hein, le Louvre, les Tuileries, enfin le jardin des Tuileries, etc. Bon, les églises principales, bien entendu, mais comme des éléments, des témoignages du passé, mais pas plus que ça, quoi. Hein, en gros, donc c'est quand même une pensée aussi un peu étrange, qui paraît tout à fait étonnante aujourd'hui, où nous sommes au contraire ô combien soucieux de conserver souvent le patrimoine ancien. Lui, pas du tout, hein, pas du tout. On conservera ce qui est vraiment significatif, qui témoigne vraiment d'une époque, qui est de qualité, et tout le reste, ben, on peut s'en débarrasser. Hein, la ville doit évoluer et être de son temps. Et parallèlement, bien entendu, il travaille à une maison, à imaginer l'habitat qui va aller avec tout ça. Il faut à la fois imaginer, donc, rappelez-vous le plan d'origine, il faut à la fois des maisons collectives, les maisons, les immeubles à redans ou les immeubles villas, mais il faut également un habitat de type individuel ou proche de la maison individuelle, puisqu'il y a des cités-jardins autour de la métropole. Donc il faut imaginer plusieurs types d'habitats pour équiper cette ville. Alors, donc c'est là qu'il va utiliser pour désigner comment dire, le logement à imaginer, la fameuse expression de la machine à habiter. C'est-à-dire qu'à ses yeux, un logement, c'est une machine à habiter comme une automobile est une machine à circuler. Il faut imaginer le logement de façon très fonctionnelle, en réfléchissant à son organisation, à l'optimisation des mouvements et de la vie à l'intérieur, avec des dimensions cohérentes. Ce sera aussi un des objets de son travail, la recherche des dimensions optimales avec le fameux modulor, mais aussi, comment dire, il faut qu'on pense ce logement du futur comme suffisamment standardisé pour donner lieu à une fabrication industrielle. Ça, c'est central dans sa pensée. C'est pour ça qu'il utilise, qu'il utilise cette expression. À ses yeux, on doit arriver à concevoir le logement comme on conçoit aujourd'hui des voitures à la chaîne. Nous sommes en 1920 et quelques, le travail à la chaîne existe, la fabrication des automobiles en série existe, et notamment les usines Citroën à Paris. Alors, il imagine dès 1914 un premier modèle d'habitat standardisé qu'il appelle avec malice un peu domino, puisque c'est un jeu de mots, un peu un clin d'œil sur dôme, la domus, la demeure, inno comme innovation, et domino parce que, comme les dominos, on peut les mettre bout à bout, combiner des formes, vous voyez, à partir d'un module central, très simple, constitué de poteaux, d'un système de poteaux, poutres et planchers en béton, qui permettent à la fois d'imaginer un espace intérieur varié, avec des cloisons qui ne sont pas imposées, les cloisons ne sont plus porteuses, il n'y a pas de mur de refond, donc il n'y a que les poteaux qui sont porteurs. On peut donc aménager l'intérieur comme on veut, et on peut clôturer par un mur rideau, une façade rideau, très légère, qui permet donc d'utiliser au maximum l'espace. Voilà les débuts d'une pensée qui va se concrétiser. Voici une réalisation dans une exposition où à l'échelle 1 sur 1, comment pouvait fonctionner la maison domino. Donc ça, c'est du préfabriqué finalement. On peut très bien fabriquer des poteaux, des planchers, des escaliers, hop, on les assemble et on a un module. Et puis après, on combine les modules. Ce qui peut donner, vous voyez, des petits lotissements. Voilà, tout ça, ce sont des dessins d'avant 14, vous voyez, au tout début de sa carrière. Il n'est même pas encore installé vraiment à Paris, mais il pense déjà à ce qui est le futur de l'habitat.
Et puis donc, paraît en 1923, je ne l'ai pas apporté ici, le fameux ouvrage Vers une architecture qui va vraiment frapper un grand coup. Et c'est dans cet ouvrage qu'il y a en particulier, vous le voyez ici, je l'ai photographié, un chapitre intitulé Maison en série, et vous voyez qu'il le met en regard avec Citroën. Précisément, le modèle, c'est arriver à concevoir des logements que l'on peut produire, comme on produit l'automobile, à bas coût. Puisque une des clés, précisément, c'est d'arriver à concevoir des modes de fabrication du logement de manière à baisser massivement le coût du bâtiment et donc de mettre à disposition d'un public modeste des logements confortables, modernes, de qualité, mais à des prix abordables ou des loyers abordables. Et c'est comme ça qu'il conçoit une maison qu'il appelle, encore une fois, avec son sens de l'humour particulier, Citroën. Vous voyez bien sûr le clin d'œil à Citroën. Maquette en plâtre, où il essaie de définir un petit peu la volumétrie d'ensemble de ce module d'habitat, de ce type d'habitat, qui peut être différencié. Vous voyez, à partir de ce module de base, on peut imaginer des formules différenciées, mais qui tiennent toutes, qui ont toutes à peu près le même plan intérieur. Que voici. Vous voyez, avec un grand living room qui communique avec la salle à manger et la cuisine. Vous voyez la conception on dirait aujourd'hui un open space, hein, un espace ouvert à la manière dont Wright, à la même époque, le conçoit également aux États-Unis dans ses villas. Donc un espace ouvert, ce qui est quand même très nouveau par rapport à l'habitat traditionnel de l'époque, qui est très compartimenté en pièces séparées, vous voyez, avec des couloirs latéraux très en enfilade, vous voyez, par exemple dans l'appartement haussmannien, par exemple. Donc là, c'est vraiment une rupture dans la conception de l'habitat. Création d'espaces à double hauteur, ici, qui vont permettre d'ouvrir ici, vers le soleil et la lumière, qui peut rentrer à flot, précisément, dans le living, la pièce à vivre. Bon, alors il va se livrer à une expérience à Stuttgart. Je passe parce que j'ai pas le temps. Mais, et nous arrivons tout de suite. Il y a quelqu'un qui va être enthousiasmé par son écrit, par Vers une architecture, qu'il lit en 1923. C'est un industriel de Bordeaux qui s'appelle Henri Frugès, qui a fait fortune dans le sucre, et qui, à la lecture de ce bouquin, écrit à Le Corbusier, moi je vous propose de faire une expérimentation chez moi à Bordeaux et de réaliser quelque chose qui va dans le sens de ce que j'ai lu dans votre livre. Donc je vous autorise, vous voyez, à réaliser dans la pratique de vos théories. Je désire atteindre des résultats vraiment concluants dans la réforme de l'habitation à bon marché. Pessac doit être un laboratoire. Voilà donc, voilà comment Le Corbusier a compris l'appel d'Henri Frugès, qui le fait venir donc en 1924, vous voyez. Il fait faire un premier galop d'essai sur les bords du bassin d'Arcachon, au Lège, le Lège, où il y a quelques petites bâtisses comme ça, expérimentales, mais surtout à Pessac, banlieue de Bordeaux, où il lui fait élaborer un projet de cité-jardin. Voilà, qui devait comprendre à peu près 150 maisons. Finalement, il n'en sera réalisé que 60 à 70, je crois. Mais ça a été un terrain d'expérience tout à fait intéressant. Et voilà la maquette qu'a fait Henri Frugès de ce quartier, sorte de cité-jardin dans la banlieue bordelaise, avec différents types de maisons. Il y aura 4 types de maisons qu'on voit ici, que je vais vous montrer en photo, avec justement des principes constructifs qui vont permettre de concevoir une industrialisation, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des éléments standardisés aux dimensions constantes, et que l'on peut donc fabriquer de manière industrielle, hors chantier ou sur chantier, et assembler selon le type d'habitat que l'on choisit. Donc le module que l'on choisit, il fait, vous voyez, 5 mètres sur 5 et 2,5. Et on peut donc concevoir des éléments comme les planchers, les fenêtres,
et tout un tas d'autres éléments à partir de multiples ou de sous-multiples de cette dimension, 5 mètres, 2 mètres 50, 1 mètre 25. Et voilà ce que ça donne, avec, vous voyez, la maison Citroën, construite pour de vrai dans la banlieue de Bordeaux. Un type de maison qu'il appelle, il a le sens de la formule, maison gratte-ciel. Bon, c'est un peu emphatique, hein, on va dire. Mais enfin, voilà, c'est une maison qui est quand même qui est assez verticale, vous voyez. Et la voilà sur le côté. En voilà une autre, avec des couleurs différentes, car Le Corbusier a beaucoup travaillé également, à cette occasion, sur l'utilisation de la couleur pour renforcer les effets plastiques. Et voilà une rue où il y a plusieurs de ces maisons de type gratte-ciel qui ont été réalisées à cette époque-là. Alors ce quartier est désormais connu, bien connu, on peut le visiter. Si vous avez l'occasion d'aller à Bordeaux et que vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à y aller. Le tramway n'est pas loin. Il faut marcher un peu pour atteindre ce quartier, où on peut y aller par la rocade aussi. Vous voyez, la rocade qui fait à l'ouest de Bordeaux, et en rentrant côté Pessac, on est vite sur ce lotissement. Il y a des visites prévues, vous pouvez visiter une maison de témoins. Le quartier qui était un peu à l'abandon il y a 20 ans, à l'époque où j'ai fait quelques-unes de ces photos, est désormais entre les mains d'une association de propriétaires qui, on va dire, qui ont baigné dans l'esprit corbusien et qui tiennent à réhabiliter leur maison dans l'esprit de Le Corbusier, à restituer les couleurs d'origine, enfin bref, à redonner à ce quartier l'allure qu'il avait pu avoir à la fin des années 20. Alors voilà un autre type de maison que voici de plus près, les maisons quinconces, puis la maison arcade, en voilà une de plus près, et enfin la maison zigzag, que voici. Vous voyez, 4 types de maisons, avec toujours des modules identiques. Il veut démontrer comment on peut créer un habitat individuel de qualité, moderne, et en même temps varié, à partir d'une standardisation et d'une industrialisation de la fabrication. Polychromie, donc la polychromie utilisée pour ses valeurs dynamiques. La couleur doit dynamiser l'architecture et participer de la plastique générale. Donc telle couleur va avoir un effet de, comme il dit, faire sortir le mur, au contraire faire rentrer le mur, et c'est en utilisant ces couleurs qu'on va pouvoir ajouter une plastique au volume. C'est une méthode qui va utiliser aussi à l'unité d'habitation de Marseille. Voilà par exemple de réunir cette photo, vous voyez l'utilisation de plastique de ces couleurs. Voilà. Alors maintenant l'habitat collectif, je reviens à là. Alors ici, les immeubles villas avec les alvéoles qui sont en fait, il faut imaginer comme un immense casier à bouteilles dans lequel on pourrait faire rentrer et installer des modules d'habitat qu'ils présentent pour de vrai à l'échelle 1 sur 1 à l'Expo de 1925. Et les réunir donc dans ces structures qu'il appelle donc immeubles villas, parce qu'il dit, au lieu d'avoir des villas qui s'étalent sur le sol, chacune sur sa parcelle, comme souvent nous le proposent les lotisseurs et les agents immobiliers, moi je vous propose le même confort dans un immeuble villa où chacun des modules sera comme une sorte de villa bénéficiant du soleil, de l'air et de la verdure comme une villa au sol, mais qui en plus aura des équipements collectifs et des services qui seront possibles grâce à la quantité d'appartements existants dans la résidence. Bon, voilà le modèle qu'il propose dès 1922-25 et qui s'inspire en partie pour lui, les voyages de forme à la jeunesse, de la chartreuse des Magaluzzo aux portes de Florence, où il a été fasciné par le modèle des maisons des Chartreux, qui, vous le voyez, vous connaissez sans doute des monastères de Chartreux. Chaque Chartreux, chaque moine a une petite maison qui lui est propre, où il mène sa vie
avec ses activités au quotidien. Et puis, il y a des installations collectives, qui sont, bien sûr, l'église, où se célèbrent les offices, et un certain nombre d'autres d'activités annexes. Donc on a une combinaison de sortes de maisons individuelles et de services collectifs. Et ils transposent un peu ce modèle dans l'habitat moderne. C'est ce qui lui sert un peu de référence, en tout cas d'évocation, qui l'a beaucoup marqué lorsqu'il a fait ses premiers voyages de découverte de l'architecture autour de la Méditerranée. Et il présente donc en 1925 au musée, à l'Expo des Arts Déco, ce fameux module qui s'appelle le pavillon de l'Esprit Nouveau, puisque l'Esprit Nouveau, c'était la revue qu'il animait depuis 1920 et qui avait pris le nom d'Esprit Nouveau en référence à Guillaume Apollinaire. Et ça, ce que vous voyez là, c'est exactement le contenu des alvéoles qu'il envisage dans l'immeuble villa. Voilà ce qu'il appelle une villa verticale. C'est un village vertical, vous voyez, constitué de villas, où chacun peut avoir, grâce aux grandes baies et au jardin intérieur, il peut bénéficier de l'air, du soleil, de la lumière, de la verdure, tout en étant dans un immeuble collectif. Voilà, reproduit à Bologne, en Italie, ce module, vous voyez, avec les couleurs de l'époque, ça donne une idée aussi de son aspect réel. C'est dans cet annexe-là qu'il y avait le plan voisin. Et voilà des photos prises à l'époque de la terrasse, vous voyez, à double hauteur, et de l'intérieur, où apparaissent les premiers meubles modernes, mais pas encore les fauteuils de type Charlotte Perriand, en tube et en cuir, qui ne sont pas encore au point en 1925. Il est 3h30. Comme d'habitude, je suis obligé de m'arrêter. Écoutez, là, simplement un mot sur les immeubles Redan, quand même, parce que ces immeubles Redan, voilà. Il nous montre ici que ces immeubles à Redan, non seulement il y a des appartements traversants, mais comme ils occupent très peu d'espace, 12% du sol, dit-il, en fait, ça dégage une grande partie de l'espace autour pour ce qu'il appelle les prolongements du logis. Terrain de sport, allées pour se promener, jardin d'enfants, etc., un peu imaginé, tout un tas de choses, avec circulation séparée, circulation automobile, circulation piétonne. Sur le plan, circulation automobile, avec accès, vous voyez, des voitures au pied des immeubles, ça peut passer sous les immeubles. Non, il n'hésite pas à faire passer la circulation sous les immeubles parce que ces immeubles, ils sont sur pilotis, en béton. Et oui, et voilà le secret du pilotis. Pourquoi il imagine les immeubles sur pilotis? Ce n'est pas une coquetterie esthétique, même si ça peut contribuer à l'esthétique. C'est que, en mettant son immeuble sur pilotis, il dégage le sol. On peut circuler librement d'un bout à l'autre de l'espace sans obstacle. On n'est pas obligé de contourner l'immeuble pour passer de l'autre côté. On passe dessous. Et sous ces immeubles, on peut avoir de multiples activités. Et sur le toit terrasse, il n'y a plus de toit, il n'y a plus que des terrasses. On peut également jouer, faire du sport, courir. Vous voyez, il le schématise. Ça, c'est des dessins de sa main, pour illustrer son propos sur les immeubles à Redan. Et voilà, vous voyez comment la circulation piétonne est soigneusement séparée et hiérarchisée par rapport à la circulation automobile qui est rejetée à l'extérieur. Vous voyez? Et qui ne dessert ici que les résidents. Alors voilà toute une conception de l'habitat et de la ville qui apparaît là et qui va donc s'exprimer à partir d'un certain nombre d'expériences aussi, comme par exemple le pavillon suisse de la Cité universitaire de Paris, qui est construit à ce moment-là, 1930. Et donc, vous voyez très bien ici, c'est le premier immeuble sur pilotis de Le Corbusier, grosso modo. Et voilà aujourd'hui. Et puis, vous voyez ici les pilotis, les poteaux, je dis pilotis, oui, les poteaux porteurs en béton, qui soutiennent une plateforme elle-même en béton, sur lequel est posé en quelque sorte l'immeuble qui, lui,
a une armature métallique. Hein. Ici en haut, ça c'est l'ossature est métallique et il n'y a que cette partie qui est en béton. Et voilà, photo prise à l'époque, vous voyez comment, hein, sous l'immeuble, on peut tranquillement discuter, prendre l'apéro, se promener. On peut imaginer, vous voyez, toute une ville comme ça qui se constitue avec des immeubles dans lesquels la circulation horizontale n'est pas interrompue et où il y a une continuité de l'espace. Ça lui tenait beaucoup à cœur. Voilà l'état des lieux il y a une douzaine d'années. Depuis, le béton a été rénové et ça a bien meilleure allure. Et puis à côté, alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a été l'occasion d'étudier ce qu'il appelle l'habitat minimum. La chambre d'étudiants de cette résidence suisse, c'est un terrain d'expérience aussi pour voir comment fonctionne au quotidien une vie normale, vous voyez, et comment on peut imaginer un espace relativement réduit, mais moderne et confortable, à condition que ce soit accompagné par des services collectifs qui sont à côté. Donc il y a la combinaison de la cellule d'habitation et des services collectifs. Vous vous rappelez que quand il est mort en 65, il est mort à côté de son cabanon. Son cabanon, c'était sa cellule à lui, qu'il avait constituée à Villefranche-Cap-Martin. Et donc, vous voyez là, tout ce travail aussi qui est une préoccupation également constante chez les architectes de cette époque-là, d'essayer de trouver la formule qui va permettre de mener une vie correcte, confortable, tout en bénéficiant de services collectifs. Charlotte Payen l'appliquera également de son côté. Voilà en bas le foyer qui peut préfigurer ce que peut être un service collectif à côté de la résidence individuelle. Et là on voit apparaître, bon ça c'est actuel, hein, mais voilà les fauteuils qui ont été imaginés dans les années 30 précisément, à ce moment-là. Autre exemple d'expérience, l'armée du salut, dans le 13e, et pour laquelle donc il est sollicité pour construire une résidence qui va permettre donc d'accueillir des personnes indigentes, des personnes à la rue, etc. C'est une cité du refuge. Et précisément, voilà les photos prises de cet immeuble où il expérimente aussi l'air conditionné. Ça ne sera pas terrible, hein, mais c'est un moment où il expérimente justement une forme d'air conditionné. Là voilà sa fameuse voiture, la voisin, qui fait toujours figurer sur ces photos. Elle est là, elle est là. Et là voilà aujourd'hui la résidence. Vous voyez, elle a été réhabilitée depuis peu et elle a retrouvé les couleurs que lui avait données Le Corbusier à l'origine. Et enfin, vers la ville radieuse, à la suite donc des congrès internationaux d'architecture moderne, dont le premier se tient à La Sarraz en Suisse en 1928. Premier congrès où se réunissent ceux qui se disent architectes modernes, qui s'autoproclament architectes modernes et qui veulent constituer un groupe de pression en quelque sorte, hein, pour se faire connaître et que leur combat les mène vers des commandes, hein, publiques en particulier. Alors il se trouve que cette personne dont j'oublie le nom à l'instant, riche héritière et mécène de l'art moderne, qui accueille des artistes traditionnellement dans son château, dans le pays de Vaud, au nord de Lausanne, vous voyez, entre le lac Léman et le lac Neuchâtel, La Sarraz, dans son château, elle propose de recevoir ce groupe de jeunes architectes qui ruent dans les brancards et qu'elle réunit donc à l'été 1928. Vous voyez ici Le Corbusier, hein, au centre de l'image, avec ses lunettes à écailles là. Voilà, et son nœud pape qui va également le personnifier. Et 2 ans après, à l'occasion du 3e congrès à Bruxelles, qui a pour sujet justement le logement et l'habitat collectif, il publie un livre clé qui donne mon titre d'aujourd'hui, hein, à mon topo d'aujourd'hui, La ville radieuse. C'est le titre d'un livre d'un livre de planches
19 planches où il synthétise sa pensée à ce moment-là sur l'habitat moderne. Et vous voyez que le titre est éloquent. Élément d'une doctrine d'urbanisme pour l'équipement d'une civilisation machiniste. C'est vraiment important de comprendre la problématique. C'est publié, vous le voyez aussi annoté par l'Architecture d'aujourd'hui. C'est une nouvelle revue qui vient d'être fondée et qui existe toujours aujourd'hui et qui va être le porte-parole du courant moderne d'Architecture d'aujourd'hui. On a une autre couverture d'une édition postérieure, mais qui a le mérite de montrer au cœur de la pensée de Le Corbusier, soleil, espace et verdure qui doivent présider à cette fameuse ville radieuse. C'est au cours du 4e congrès, 3 ans après, que les architectes, au cours d'une croisière entre Marseille et Athènes, aller-retour, vont se réunir sur le thème justement de la ville. Et voilà pourquoi les conclusions de ce congrès de 1933 s'appellent la Charte d'Athènes. C'est les conclusions de ce congrès qui ont été synthétisées par Le Corbusier plusieurs années après et qu'il a publiées en 1943. Donc la première publication de la Charte d'Athènes, c'est à l'époque de Vichy, en 1943, et puis elle sera publiée en anglais à l'initiative de Josep Louis Sert, le grand architecte catalan, aux États-Unis. Il a dû fuir l'Europe, certes, et c'est lui qui a construit le pavillon de la République espagnole, vous savez, de 1937, avec Guernica, et la Fondation Miro à Barcelone. Et donc, certes, est le porte-parole des SIAM aux États-Unis, notamment à Harvard. Et c'est là qu'il a réussi à faire éditer les conclusions de ce congrès en anglais. Donc, voilà la double publication de cette charte d'Athènes qui a constitué à ce moment-là, on pourrait dire, la Bible des architectes urbanistes des temps modernes à partir de la Seconde Guerre mondiale. Pour le meilleur et pour le pire, car bien souvent, vous le savez, on impute aux catastrophes architecturales et urbaines de la deuxième moitié du XXe siècle les conclusions de la Charte d'Athènes, ce qui est très discutable. Voilà, alors écoutez, je suis obligé de m'arrêter. Bon, voilà quelques-unes des obsessions corbusiennes. Voilà, ce que je voulais vous montrer, quand même, cette ville radieuse, et là il le démontre, ça c'est les croquis de sa main. Il a pris soin de teindre en vert, de peindre en vert, les parties vertes précisément de son plan. Et vous voyez que effectivement, lorsqu'on totalise les espaces verts entre les immeubles résidentiels, la ceinture verte et divers éléments épars, on s'aperçoit qu'effectivement, il n'y a que 12 à 15% du sol qui est occupé par l'habitat et les équipements, et que tout le reste du sol est une véritable ville verte, ce qu'il voulait démontrer, si vous voulez, par ces croquis-là. Et il ne pourra essayer de le mettre en pratique qu'en Algérie, qui à l'époque est colonie française, vous le savez, et donc dans la ville de Nemours, c'est le nom qu'elle porte à l'époque, et elle avant-guerre, donc on envisage la création véritablement d'une ville nouvelle, dans ce site où il y a un port, on veut l'agrandir et créer une ville, ici. Et il propose donc, c'est là qu'on voit apparaître pour la première fois, celle qu'il appellera unité d'habitation de grandeur conforme, et dont le premier prototype réel se fera à Marseille, après la guerre. Mais avant-guerre, vous voyez que dans la ville nouvelle de Nemours, il envisageait de créer une ville entière, mais une petite ville quand même, de quelques dizaines de milliers d'habitants, mais une ville tout de même, vous voyez, où il met en application ces principes et où les unités d'habitation viennent ponctuer une ville verte. Voilà les dessins qui accompagnent ce projet de Nemours, où on voit arriver, on voit préfigurer l'unité d'habitation de Marseille que voici, qui elle ne se réalisera qu'après-guerre,
en 48-52. Et voilà. Et voilà, et je m'arrête. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.